cette année, donc en 2019, Data Protector va fêter ses 30 ans. Donc en fait, à l'origine, donc en 1989, la solution s'appelait Omniback et elle a changé de nom au cours des années. Donc pour info, juste pour petit rappel, en 89, on a fêté le bicentenaire de la Révolution française. C'était aussi la chute du mur de Berlin. Donc c'est à la fois loin et assez récent. Et donc au cours de ce webinaire, on va parler un petit peu du passé, du présent et aussi pas mal du futur de la solution. Alors, avant d'entrer dans le détail, voilà, quelques petites annonces et initiatives juste pour vous maintenir au courant de ce qui se passe. Alors, depuis juin-juillet donc 2018, on a lancé ce qu'on appelle un Tour de France. L'idée donc c'est de rencontrer des partenaires, des clients, des prospects chez eux, chez vous, pour présenter un ensemble de choses. La liste n'est pas exhaustive, mais d'abord pour présenter nous, qui nous sommes, notre portfolio. Si vous êtes un partenaire, le programme partenaire. Sinon, ça sera l'offre data protection, la feuille de route, le support, tout ça. Mais aussi, on peut organiser des workshops, des présentations de type deep dive, des événements en commun. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Pour une petite ordre de grandeur, là depuis disons juillet, on a fait une pause pendant les vacances, mais on a rencontré à peu près donc chez vous une trentaine de partenaires et à peu près autant de clients. Donc surtout n'hésitez pas si vous avez un point d'intérêt à venir vers nous. Sinon les webinars, donc on essaie de maintenir une fréquence en gros tous les mois, tous les 2 mois. Donc tous les webinars qui ont été proposés ces derniers temps, donc sont listés ici. Ils sont tous disponibles en replay. Les présentations associées sont évidemment aussi disponibles. Alors, nos prochains webinars, donc en cette année, alors quand je dis cette année, c'est jusque, disons, jusqu'au mois de juin-juillet. Donc il y a quelques sujets qui nous semblent très importants. Le premier, bon, qui est le data protector et le reporting, parce on a vu et on va voir et on verra que le reporting dans l'environnement data protector a énormément évolué et va continuer d'évoluer. On a vraiment quelque chose qui permet d'avoir une très bonne idée de ce qui se passe en termes de qualité de sauvegarde, en termes de RPO, RTO, et même en termes de pricing d'un service de sauvegarde. On va aussi mettre l'accent sur les performances. La performance aujourd'hui, c'est vraiment le point clé de la protection de la donnée. Alors aussi bien en sauvegarde qu'en restauration. Et aussi un webinaire, pour le moment le titre est un peu temporaire, s'appelle Trucs et astuces. En gros, c'est comment utiliser Data Protector. D'abord, comment le mettre en place, le configurer de manière la plus simple et la plus efficace possible. Comment mettre en place un plan de sauvegarde. On verra aussi comment utiliser des solutions comme Data Protector pour se protéger des virus, en mettant toujours en avant le fait que, attention, répliquer n'est pas sauvegardé. Et c'est très important dans la protection contre les virus. Donc voilà, il y en a d'autres webinaires sont prévus, mais les principaux sont ceux-là. Juste aussi un aspect qui est extrêmement important dans tout ce qui concerne la protection de la donnée, c'est l'architecture. Donc, vous avez déjà vu ce slide-là, je vais assez rapidement dessus, mais simplement, Data Protector, depuis l'origine, c'est une solution donc qui permet d'orchestrer, de gérer toutes les sauvegardes, qui s'intègre directement avec des applications, des hyperviseurs, via des agents disques ou des agents à chaud. Donc en gros, ça gère une charge de travail. Cette charge de travail, c'est protéger des données, que ce soit des mails, des documents, des machines virtuelles. Et l'idée, c'est de les protéger sur un grand nombre potentiel de médias, que ce soit via des snapshots, donc pour le court terme et pour la rapidité, en utilisant des moyens de déduplication. On peut aussi les archiver sur bande, donc c'est plutôt pour la sauvegarde à long terme. Et encore une fois, la sauvegarde sur bande, non seulement elle n'est pas morte, mais elle va continuer à perdurer au cours des années, parce que ça permet de sécuriser des sauvegardes pendant plusieurs années si nécessaire. Et aussi, donc, les sauvegardes dans le cloud, vers le cloud et à l'intérieur du cloud. Donc voilà, tout cet environnement donc est géré par Data Protector. Alors, ce qui a
beaucoup évolué ces derniers temps, c'est le reporting. Et on va faire un petit focus en fin de webinaire sur la partie reporting. Alors, en termes de performance et d'optimisation, donc le but, encore une fois, de Data Protector, c'est évidemment de tirer le meilleur parti de l'infrastructure et surtout de respecter les fenêtres de sauvegarde. Alors, ce qui s'est passé depuis l'année dernière, donc depuis mai 2018, dans l'entrée en vigueur de la RGPD ou GDPR, donc c'est la protection des données, la protection des données personnelles. Ce qu'on a vu, le phénomène qu'on a observé, c'est que on doit sauvegarder, protéger de plus en plus de données et le plus efficacement possible. Seulement pour respecter les fenêtres de sauvegarde, il faut que la protection soit performante. Donc pour avoir une protection performante, avec Data Protector, on va utiliser plusieurs fonctionnalités. Bon, la première, c'est la plus évidente, c'est utiliser des snapshots des baies de disque pour justement accélérer la sauvegarde. Donc les snapshots dans le monde Data Protector, ça s'appelle ZDB comme Zero Downtime Backup. Ce qui veut bien dire, ce que ça veut dire, hein, c'est on sauvegarde le plus rapidement possible les données via des snapshots. Et l'inverse de la sauvegarde par snapshot, c'est ce qu'on appelle chez nous Instant Recovery. Donc on peut remonter très rapidement un environnement sauvegardé via cette option-là. Une autre possibilité, hein, si on peut pas toujours faire des snapshots, par contre on peut toujours paralyser les flux. Donc que ce soit faire du multiplexage, donc plusieurs clients vers un média de sauvegarde, ou des choses comme on fait régulièrement avec SAP HANA, c'est paralyser les flux. Donc paralyser les flux, hein, encore une fois, alors d'une part pour accélérer les performances, mais sans absolument dégrader la qualité de la sauvegarde. La déduplication, alors l'intérêt de la déduplication, hein, tout le monde le sait, c'est de pouvoir optimiser la quantité de données sauvegardées. Donc en général, on s'appuie sur des taux de déduplication compris entre 10 et 15. Ça veut dire que voilà, en gros, je sauvegarde 10 fois moins de données j'occupe 10 fois moins d'espace que je ne devrais en utilisant la déduplication. Mais là où Data Protector est encore plus pertinent, c'est que on peut sélectionner l'endroit où on fait la déduplication en fonction des contraintes. Si par exemple je dois sauvegarder des données qui sont sur un site distant, mais entre ce site distant et le site central, j'ai une bande passante qui n'est pas extraordinaire, et ben on va tout simplement faire la déduplication à la source. Si par contre je suis dans le data center, on va faire la déduplication à la cible. Donc quand je dis à la cible, alors ça peut être une déduplication sur disque, auquel cas c'est Data Protector qui va gérer tout ça. Sinon, on va utiliser ce qu'on appelle une appliance de déduplication. Donc aujourd'hui, on travaille avec StoreOne de HP ou DataDomain de EMC. Rien n'empêche, une fois qu'on a fait cette déduplication sur une appliance, de la répliquer localement, de la répliquer dans le cloud. Donc, on a un choix extrêmement important de médias possibles pour la déduplication. Et enfin, un point qui est très très important et très intéressant, c'est que avec Data Protector, on a une indépendance totale entre tous les systèmes. Donc typiquement, là, on peut regarder ça de manière circulaire. Hein, on peut sauvegarder un environnement HPUX vers un environnement Red Hat, le restaurer sur du SUSE, l'importer sur du Windows, le décharger sur du Solaris, éventuellement répliquer sur de l'HPUX. Et tout ça de manière complètement cohérente et de manière à ce que les données soient toujours disponibles. Et c'est là l'intérêt de la solution, c'est qu'on est complètement indépendant de l'OS et du média de sauvegarde. Donc, ça, c'était un petit rappel hein, sur l'environnement Data Protector, donc qui continue à évoluer. Mais avant de parler de l'évolution, on va faire un bref retour dans le passé. Alors, ce slide-là, je remercie, je ne sais pas s'il est en ligne, mais Daniel Boulik m'a donné beaucoup d'informations. Donc, au début de Data Protector, donc en 89, le concept, on était déjà en mode client-serveur. On était aussi en mode de lancement des sauvegardes dans des sessions complètement indépendantes. On avait déjà cette notion de cell manager, qui s'appelait à l'époque cell server, mais cette notion de gestion centralisée des sauvegardes, donc la base interne, avec des agents qui permettaient la gestion de tous les médias. Une interface graphique de gestion, dont je vais vous montrer un petit exemple juste dans le slide suivant. On avait aussi une idée de manager of manager, hein,
pour ceux qui ne connaissent pas cette notion-là, en gros, c'est l'idée de s'adapter à un mode campus quand je peux pas forcément gérer toutes les sauvegardes en mode centralisé. Donc j'ai plusieurs cell managers sur différents lieux, et j'en ai un. Ce manager central peut gérer toutes les sauvegardes sur les autres cell managers. Et aussi, bon, un suivi en temps réel et un reporting des sessions. Donc déjà, donc il y a 30 ans, toutes ces données étaient dans la solution. Alors, un petit peu de vintage, pris une photo là qui représentait un collègue avec un maillot, donc enfin un t-shirt Omniback 2. Donc Omniback, hein, c'était le nom de Data Protector il y a 30 ans. Et en bas, vous pouvez voir déjà l'interface graphique qui était assez sympa à utiliser. Alors, on n'arrive pas très bien à lire, mais sur le troisième plot, c'est pas Morito, c'est Monitor, hein, juste pour être bien certain qu'on comprend bien la même chose. Alors, donc en 89, Data Protector est entré dans le catalogue à l'époque donc de HP sous le nom de Omniback. Et depuis donc Omniback 1, et au cours des années, on a eu pas mal d'évolutions qui nous ont amenés jusqu'au changement de nom. Donc le changement de nom s'est opéré en 2003, donc on est passé de Omniback 2 version 5 à DP5. Et en 2006, on est passé à Data Protector version 6.0. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien l'écran, mais on a dès l'origine, on avait cette notion de pouvoir avoir une solution cohérente pour gérer des environnements complètement diversifiés. Bon, à l'époque, Unix était très très implanté. On avait du Windows, du NetWare. On avait déjà la notion de zéro downtime backup, donc la sauvegarde via des snapshots. On avait aussi la notion de sauvegarde en mode SAN, donc pour décharger le réseau LAN de la charge de travail des sauvegardes, plus l'évolutivité, instant recovery et de la sauvegarde sur disque. Alors, je vous ai fait une petite historique là sur toutes les versions qui ont été annoncées depuis la version 6. Donc depuis la version 6, c'est vraiment la première version officielle de Data Protector. Elle est apparue en 2006. En 2006, on avait pas mal de notions déjà assez intéressantes. On avait déjà l'intégration avec VMware, par exemple, avec l'ancienne interface de VMware qui s'appelait VCB. La possibilité aussi à l'origine de faire ce qu'on appelle du synthétique full backup. En gros, c'est de l'incrémental perpétuel. Donc la version 6 a été portée pendant environ 6 ans, jusqu'à cette version 7 qui a été annoncée donc en avril 2012. Donc à chaque fois, vous pouvez voir l'information. Donc c'est la date de disponibilité de la version et la date de fin de support. Donc c'est le fin de support officiel. En gros, c'est à peu près 5 ans. J'en profite pour dire qu'on peut toujours étendre le support d'une version. Il y a 2 années supplémentaires en mode supporté mais sans upgrade, et 3 ans supplémentaires en mode self-support. Donc on assure une fenêtre de disponibilité assez longue pour chaque version. Alors la version 7, elle était intéressante parce que ça correspondait plus ou moins à l'année où HP avait racheté Autonomy. Donc on a essayé de mettre de l'intelligence dans la sauvegarde. On a aussi beaucoup travaillé sur la possibilité de faire des restaurations granulaires, de travailler avec de la déduplication en mode catalyste, etc. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà la solution, mais la version 8, en 2013, c'était une version un petit peu particulière parce qu'on a changé la base interne de Data Protector. Donc, on est passé d'une base REIMA à une base Postgre. Alors, je ne cacherai pas que c'était un petit peu chaotique, hein, ce passage d'une base à une autre, parce que ne serait-ce que l'upgrade prenait beaucoup de temps et surprenait pas mal de clients, parce que un upgrade qui longtemps c'était un peu bizarre, mais c'était simplement le fait de transcrire les données d'une base AREMA vers une base de Postgre. Alors,
la version donc 8 a existé jusqu'à 2014. Donc en gros, si je reviens en arrière, la version 8 a duré pendant à peu près un an, le temps donc de bien caler cette nouvelle base pour enfin passer à la version 9 en 2014. Alors la version 9 qui a amené beaucoup de nouveautés, hein, la possibilité d'utiliser du smart cache, c'est donc la possibilité de faire des sauvegardes de VM sur un espace disque qui permet de faire des restaurations granulaires, de faire du power on, donc c'est-à-dire démarrer la VM depuis l'environnement de sauvegarde, ou alors de faire ce qu'on appelle live migration, c'est depuis l'environnement de sauvegarde, on va démarrer la VM et la remettre en production immédiatement. Alors cette version 9, elle a elle a beaucoup évolué donc entre 2014 et 2017. C'est une version qui nous a permis donc d'apporter énormément de modifications, d'améliorations, de fonctionnalités dans la solution. Et elle nous a aussi permis de commencer à mettre en place la disponibilité des API de type REST pour pouvoir justement intégrer la solution dans un portail simplement. Donc je vais pas détailler tout ça, mais voilà. Par contre, ce qui nous a été remonté donc depuis la version 9, c'est alors les fonctionnalités, il y a pas de problème. Par contre, l'interface graphique, on a l'impression qu'elle a l'âge de Data Protector, presque 30 ans. Donc c'est une remontée d'informations qu'on a donc transmis et depuis la version 10, donc depuis la version 10 en 2017, donc en juin 2017, on a complètement, enfin on n'a pas complètement, mais on a commencé à transformer l'interface graphique pour la mettre en mode web, donc interface web qu'on peut utiliser aussi bien en mode Windows qu'en mode Linux. Alors c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est un work in progress. C'est pas fini. Toute l'interface Data Protector va basculer progressivement dans ce mode web, mais les premières fonctionnalités, c'est plutôt quand on va se connecter sur cette interface web, avoir une sorte de tableau de bord qui permet justement de visualiser tout ce qui se passe en termes de sauvegarde. Et cette interface web a été améliorée via le reporting intégré qui permet donc sur un écran d'accueil, un tableau de bord d'accueil, d'avoir à la fois l'environnement de sauvegarde en termes de quantitatif, quels sont les clients qui sont sauvegardés, combien on sauvegarde, quelles sont les licences, quels sont les périphériques de sauvegarde, et aussi afficher sur l'écran la qualité des sauvegardes. Cet affichage est évidemment, on peut le modifier, mais en gros, l'expérience montre qu'on va afficher la qualité de la sauvegarde, on va afficher les durées de sauvegarde pour avoir une idée immédiate de tout ce qui concerne cet environnement-là. Alors, la version 10 aussi, alors dans la version 10, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est d'intégrer le scheduler dans un environnement qu'on pensait être beaucoup plus simple et beaucoup plus convivial. Or, c'est pas aussi, enfin, l'expérience a montré que c'était pas aussi simple que ça. Il y a eu quelques petits soucis pour mettre en œuvre ce nouveau scheduler. Et donc, ce qui a été assez intéressant, c'est le retour d'expérience. Hein, c'est avec la dernière version en date, donc qui est la version 10.20, qui a été annoncée en décembre 2018. On a fait cohabiter l'ancien scheduler et le nouveau scheduler. Et c'est exactement, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, après cet historique, on va voir maintenant ce qui se passe aujourd'hui dans la solution et ce qui va se passer dans les mois et les années à venir. Alors, la version 10.20, j'ai fait un zoom sur 2 ou 3 choses qui sont intéressantes. Donc, c'est sur le reporting interne. Donc, le reporting intégré, c'est extrêmement enrichi par rapport aux versions précédentes. Donc, il est en ligne. On peut l'afficher de manière complètement simple. On a par exemple un suivi de ce qui se passe dans la base interne, donc cette fameuse IDB. Pourquoi on a mis l'accent sur cette IDB? Parce que la base interne, c'est vraiment le support, c'est le catalogue, ça nous permet de visualiser exactement comment se passent les sauvegardes. Et
surveiller cette base-là, c'est vraiment le point clé de l'environnement de sauvegarde. Donc, je vous donne quelques petits exemples de rapports qu'on peut mettre en place avec, qu'on a mis en place avec ce nouveau reporting. Donc, ce qui se passe dans l'IDB, ce qui est les périphériques, les librairies qui sont gérées, les cartouches. On a toute une définition extrêmement précise de l'environnement de sauvegarde. On a aussi la partie, la partie répertoire, où sont stockées les données, parce que ce sont des informations qui sont importantes, mais on a un petit peu du mal à localiser. Là, on a exactement l'emplacement avec la taille occupée, la taille max, et donc la possibilité de pouvoir anticiper les problèmes d'espace disque relatifs à cette base de données. On a aussi la possibilité donc d'analyser la partie, l'autre partie de la base de données qui contient les fichiers binaires, tout le répertoire, le catalogue, savoir exactement où on en est en termes d'occupation et en termes d'espace. Alors, ce qu'on a aussi ajouté, ce qu'on rend possible de faire avec la solution, c'est de faire du chargeback. Donc voilà, on est capable de dire à tel ou tel client qu'il utilise tant de ressources, et donc d'associer à des ressources un coût. Alors, on a ajouté quelque chose qui est intéressant, mais alors on a prévu de faire un webinaire justement sur cette partie reporting interne, parce que il est possible de créer des rapports customisés. Donc, on peut créer ses propres rapports. Donc là, j'ai un exemple assez simple. Donc, le nom du rapport, c'est My Personal Client Report. Donc, je veux créer mon propre rapport pour savoir, par exemple, quels sont les clients qui ont été déployés dans telle région ou dans tel environnement. Donc, je définis mon rapport, le dataset, donc c'est quel est le scope de ce rapport. Ensuite, je vais définir l'affichage. Est-ce que je le veux plutôt en mode diagramme ou plutôt en mode genre Excel. Et une fois que j'ai ça, voilà, donc j'ai la description de mon rapport. Et après, je lance l'affichage de mon rapport. Voilà, donc là, j'ai créé assez rapidement, mais on reviendra là-dessus dans un prochain webinaire, comment créer ses propres rapports. Donc, la solution arrive avec, j'ai pas le chiffre exact, mais je pense que ça prend une centaine de rapports. On peut créer soi-même ses propres rapports et si on veut, les afficher dans l'écran d'accueil. Donc ça, c'est une solution donc qui a beaucoup évolué. Alors, ce qui a aussi beaucoup évolué, c'est la possibilité de faire dans l'environnement data domain de MC, ce qu'on fait déjà dans l'environnement HPE StoreOne et qu'on fait déjà sur du disque classique, qu'on appelle Smart Cache. Donc la possibilité de pouvoir, à partir d'une sauvegarde par exemple, d'un environnement VMware sur du data domain, pouvoir faire de la restauration au niveau fichier, donc la restauration granulaire, pouvoir faire du power on, donc démarrer la VM depuis l'environnement de sauvegarde, ou faire une migration à chaud de cette VM-là. Alors, on a aussi ajouté dans dans les environnements de déduplication, la possibilité de faire de ce qu'on appelle donc du virtual synthetic full. C'est en gros de faire des sauvegardes de l'incrémental perpétuel dans des environnements dédupliqués. L'intérêt de la sauvegarde perpétuelle, donc on appelle synthétique, c'est synthétique full. C'est en gros, on fait une sauvegarde complète à un instant T. Ensuite, on ne fait que des sauvegardes incrémentales. Mais pour éviter, quand on veut restaurer des fichiers, d'avoir à parcourir toutes les sauvegardes, la sauvegarde complète, puis toutes les sauvegardes incrémentales depuis la sauvegarde complète, on est capable de recréer une sauvegarde complète à partir donc de la sauvegarde complète précédente et les incrémentales précédentes. C'est ce qu'on appelle le synthétique full. Donc on peut recréer comme on veut des sauvegardes complètes sur cet environnement qu'on appelle sur du StoreOne ou sur du data domain avec des dboosts. Donc là, je vous montre un peu comment ça se passe. Alors, en termes de déclaration dans l'environnement Data Protector, configurer un environnement DD Boost, c'est identique à la création d'un environnement StoreOne. Donc on définit l'accès à notre à notre data domain et on définit une passerelle d'accès à ce data domain.
C'est aussi simple que ça. Et quand on fait la sauvegarde, ben voilà, la cible, on la donne classiquement. La destination, ça va être mon environnement data domain. Et enfin, une fois que j'ai ma sauvegarde, si je veux restaurer un environnement complet, une VM complète, donc je peux cliquer sur Restore. Si je veux simplement vérifier que ma sauvegarde s'est bien passée, bah, je vais cliquer sur Power On. Et si j'ai un dommage majeur dans ma production, eh ben, je vais sélectionner Live Migrate pour remonter directement la VM en production depuis l'environnement Data Domain. Alors, je vais passer un peu rapidement là-dessus, mais alors on a réintroduit donc ce qu'on appelle le Legacy Scheduler, donc c'est le scheduler qui préexistait au nouveau scheduler qu'on appelle le Web-based Scheduler. Donc l'idée c'est, alors il y a beaucoup de gens qui étaient attachés au scheduler original parce que on pouvait faire des choses intéressantes en mode ligne de commande et en plus de ça, les fichiers associés au scheduling classique n'étaient pas dans la base, dans le catalogue Data Protector. Donc on pouvait travailler dessus, faire des éditions, faire dupliquer une spécification de sauvegarde pour la modifier très rapidement. Donc on a réintroduit les deux. Donc je vous donne quelques cas d'usage, mais en gros, alors l'idée dans cette réintroduction, c'est de pouvoir utiliser l'un ou l'autre et éventuellement, si nécessaire, passer de l'un à l'autre. Donc, je donne un petit exemple. Hein, là, j'ai créé un environnement une spécification de sauvegarde avec un schedule dans l'environnement ancien. Mais bon, ça m'intéresse pas tellement. J'ai envie de basculer vers le nouveau parce que j'ai pas envie de faire des éditions de fichiers, de data list, etc. Donc, j'utilise une ligne de commande qui me permet directement de basculer de l'un à l'autre. Alors cette ligne de commande, je vous la donne, mais je vous enverrai la présentation. Hein, c'est du OmniDB util migrate schedules. Et là, alors la migration, ça veut dire que on a enlevé les données de l'ancien et on les a toutes mises dans le nouveau. Donc si je reviens sur l'ancien, j'ai plus rien. Donc c'est vraiment une migration complète. Donc les données de scheduling sont soit dans l'un, soit dans l'autre. À l'identique, hein, j'ai utilisé le scheduler, le nouveau scheduler, mais j'ai envie par exemple, de répliquer un job, une spécification de sauvegarde, la répliquer, je sais pas, 100 fois, mais à chaque fois, je veux simplement modifier un élément. Et c'est pas extrêmement intuitif de le faire avec le scheduler, le nouveau scheduler. Donc, on va passer vers le scheduler ancien. Donc, on va utiliser la commande, voilà. Donc, je monte, là, il n'y a rien. Je vais utiliser la commande qui s'appelle, alors, c'est pas migration, c'est réinstanciation. Donc, on va réinstancier le scheduling du nouveau scheduler vers l'ancien scheduler. Et donc voilà, je peux vérifier toutes mes données de sauvegarde ont été remises dans le nouveau scheduler. Pardon, dans l'ancien scheduler, et elles ont disparu de l'ancien. Bon, je vais passer rapidement sur les autres nouveautés. Alors, simplement, si vous voulez savoir avec la version que vous avez de la Protector ce qui est supporté, surtout, n'hésitez pas. Vous avez un site qui s'appelle docs.microfocus.com. Il est constamment à jour, en particulier sur les matrices de support. Donc vous connectez sur ce site-là, vous sélectionnez votre version Data Protector et vous avez la vision exacte et instantanée de tout ce qui est supporté. Alors, pour terminer, juste, donc on a vu le passé, le présent, alors le futur, alors la roadmap, alors je suis désolé, mais j'ai pas eu la dernière version de la roadmap qu'on devait recevoir fin janvier, donc voilà, on va bientôt recevoir, mais en gros, ça c'est la vision de la roadmap qu'on a eue en fin d'année 2018. Donc, je passerai sur la partie 2018, mais donc en 2019, donc ce qui est prévu d'être mis dans la version. Donc très rapidement, donc je pense que c'est en février, on va la possibilité de sauvegarder, par exemple, tout l'environnement Office 365. On va aussi travailler pour la duplication en mode bloc base. On va pouvoir accélérer les sauvegardes de fichiers en travaillant au niveau bloc, à la fois en mode complet et en mode incrémental sur la version suivante. Pas mal de choses aussi dans la version donc qu'on appelle alors Q2, c'est Q2 pour nous, c'est entre février et avril. Donc comment dire, on va travailler aussi sur les nouveaux agents. Enfin, on a
complètement réécrit plein d'agents, par exemple l'intégration avec Sapana, l'intégration avec Hyper-V pour pouvoir accélérer et augmenter les fonctionnalités. On a aussi travaillé sur la partie RCT de Hyper-V. Donc RCT pour Hyper-V, c'est l'équivalent de Change Block Tracking pour VMware. Donc c'est la possibilité de, au lieu de sauvegarder une VM complète, ne sauvegarder que les blocs qui sont effectivement utilisés et dans le monde incrémental, ne sauvegarder que les blocs qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde. Alors, il y a aussi beaucoup de choses qui vont être améliorées dans la partie NDMP. Donc NDMP, c'est ce fameux protocole qui permet de sauvegarder avec efficacité les serveurs de fichiers qui évidemment supportent ce protocole. Alors, en 2019, il y a aussi beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de choses qui vont concerner l'interface graphique. Donc, enfin, j'ai pas tous les détails, mais en gros, voilà, c'est l'interface graphique de sauvegarde des environnements virtuels vont être intégrés dans Data Protector pour simplifier les choses. On a aussi pas mal de choses en termes de certification de périphériques de sauvegarde. Le scheduler, en fait, va encore être amélioré, etc., etc. Donc là, en fait, je vais vous présenter des versions. Alors, en termes de solutions, alors, Data Protector appartient à une entité qui s'appelle ITOM, qui veut dire IT Operation Management. En gros, c'est Data Protection est dans une entité qui fournit des solutions à l'informatique pour gérer l'informatique. Et donc l'idée dans cette roadmap-là, dans cette vision de la roadmap, c'est de pouvoir intégrer Data Protector dans un environnement qui va permettre, par exemple, de faire de l'orchestration, qui va permettre de faire de l'automatisation, et donc transformer la sauvegarde dans un environnement de service. Et pour mettre en place des sauvegardes, on va pouvoir orchestrer tout ça, de faire de manière assez simple, télédistribuer des agents, créer des jobs de sauvegarde, mais simplement via un environnement d'orchestration. Et donc dans cet ordre des choses, alors il y a toujours les certifications qui vont arriver, donc l'intégration très forte dans les environnements cloud, la partie aussi hyper convergée, donc on travaille évidemment avec nos ex-collègues d'HP, avec Nimble et SimpliVity, avec Nutanix, le support aussi d'autres environnements de virtualisation de type KVM, la sauvegarder des VM dans le cloud, hein, donc des VM qui sont dans le cloud, les sauvegarder soit dans le cloud, soit les rapatrier. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Donc, dans notre prochain webinaire, je vous donnerai un petit peu plus de vision sur le 2019 et 2020. Voilà. Donc, pour conclure, donc Data Protector, c'est une solution, donc, comme on l'a vu, hein, qui fête ses 30 ans cette année, qui a donc un excellent background en termes de matrice de support. Donc, on peut vraiment faire beaucoup de choses en toute sécurité. C'est une solution qui est ultra fiable. Hein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si ce que j'ai sauvegardé, je peux vous garantir à 100% que je peux le restaurer. Et c'est une solution qui va continuer à évoluer dans un avenir très proche et même dans un avenir un peu plus lointain. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, j'ai pas pu répondre à toutes aux questions, mais on va les scanner. On répondra à toutes vos questions. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont là, donc serge.ardouin@microfocus.com. Et n'hésitez pas donc à revenir vers nous. Et donc je vous dis à bientôt au prochain webinaire. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à tous.